Salut les fans d'anime et de manga, bienvenue dans le QG du Geek. Cette semaine, une vidéo très spéciale puisque ça y est, on l'a fait, enfin vous l'avez fait, on est 10 000 sur cette chaîne YouTube. Et je tenais vraiment énormément à vous remercier pour ça. Donc pour vous remercier, voici enfin la vidéo dont je vous parle depuis si longtemps, en tout cas la première partie de cette vidéo sur l'histoire du manga. Mais avant ça, laissez-moi vous parler du sponsor de cette vidéo, Oli. Oli, c'est 3 gammes de boissons incroyables qui vont vous permettre d'arrêter les boissons ultra sucrées ou transformées qui vous pourrissent l'organisme tout au long de l'année. C'est donc le bon moment pour prendre de bonnes résolutions. Profitez de la nouvelle gamme Energy qui contient de la New Caf. Perso, c'est vraiment ma préférée. La New Caf, c'est de la caféine cristallisée qui a un effet à plus long terme et qui permet d'éviter les coups de barre. Ou bien encore l'Ice Tea, bien moins sucré que les produits industriels avec plus de vitamines. Mais il y a aussi la nouvelle gamme Hydratation qui contient des électrolytes et des minéraux qui vous aideront à récupérer plus facilement. Alors, n'hésitez plus, utilisez mon code QGDuGeek5 pour avoir 5 € de remise sur votre prochaine commande. Allez, c'est parti, on repart sur la vidéo. Donc, aujourd'hui, je vais vous emmener avec moi à la découverte passionnante de l'histoire du manga, depuis ses humbles débuts jusqu'à son essor mondial, mais aussi avec l'incroyable diversité de ses genres. Mais tout d'abord, un peu de contexte. En France, on appelle manga une bande dessinée japonaise. Et oui, ne vous énervez pas car c'est carrément la définition sur Wikipédia. En effet, même au Japon, on va appeler manga toutes les bandes dessinées et peu importe d'où elles viennent. Par contre, en Occident, nous, on va utiliser ce terme uniquement pour des œuvres japonaises, à condition bien sûr qu'elles respectent les codes de publication nippones. Mais aussi souvent par erreur, soit un style graphique, soit un animé. Pour pallier à ça, on trouve souvent aussi les termes de manfra ou manhwa, qui correspondent elles aussi au code nippon, mais qui proviennent d'autres endroits. Ici, la Corée du Sud et la France. Les auteurs sont appelés mangaka, et ce, quel que soit le pays d'où ils viennent. Enfin, ça se discute. Donc pour résumer, en gros, il s'agit souvent d'œuvres prépubliées en noir et blanc et qui se lisent de droite à gauche. Ce qui n'a d'ailleurs toujours pas été le cas, par exemple sur les vieilles collections. Mais ils ont vite abandonné, car en effet c'était beaucoup plus simple pour l'édition, mais ça on en reparlera dans une prochaine vidéo. Alors oui, c'est très connu, mais l'origine du mot manga signifie à peu près image dérisoire. Man voulant dire peinture, estampe, dessin, et ga, involontaire, sans réel but, mais aussi et surtout exagéré. C'est pour ça qu'on peut parler de caricature. Du coup, on peut se poser la question, d'où vient ce terme? Eh bien, pour comprendre l'histoire du manga, il est vraiment important de se plonger dans ses racines culturelles. Dès le 8e siècle, on va trouver ce qu'on appelle l'ancêtre du manga, appelé emaki ou emakimono. Il s'agit en fait de rouleaux peints qui racontent une histoire et qui fonctionne sous le principe de la narration horizontale, mais surtout illustrée, dont l'origine remonte à l'époque Nara aux alentours du 8e siècle. Au début, ils copiaient principalement leurs équivalents chinois, les Gakkan, mais ils s'en écartent assez vite durant les époques Heian et Kamakura. Donc en gros, il s'agit de rouleaux qui comportent des illustrations mais aussi des dessins et qui racontent une histoire. Les rouleaux peuvent être soit dessinés, soit sous forme d'estampes. Ils peuvent vraiment varier au niveau de la taille et peuvent atteindre plusieurs mètres. Il s'agit souvent soit de rouleaux de papier ou encore de soie. Comme on l'a vu, si les premiers emaki sont des copies d'œuvres chinoises, aux alentours du Xe siècle, on voit que les dames de l'aristocratie de l'ère Heian s'adonnent particulièrement à tout type d'art, avec notamment la poésie, la littérature, mais aussi la calligraphie. Et même s'il ne reste à aujourd'hui aucun emaki de cette époque, l'âge d'or de cet art apparaîtra lui plutôt aux alentours du XIIe siècle. À partir de cette époque, les techniques vont énormément évoluer et les sujets vont aussi se diversifier et vont aborder des nouveaux sujets comme l'histoire, les religions mais aussi les romances. Mais comme leurs ancêtres chinois parfois abordaient le sujet des contes. Ensuite, vers le XIVe siècle, ils vont être remplacés par de nouveaux mouvements issus principalement du bouddhisme zen qui appartiennent tous au style Yamatoe. Et du coup, pour en parler, c'est quoi le style Yamatoe? Il s'agit en fait d'un autre style de peinture qui va apparaître à peu près à la même époque, toujours à la cour de l'ère Heian, mais qui s'orientera vers la peinture profane, puis ensuite bouddhiste, qui arborera ensuite un style plus japonais, plus décoratif,
mais aussi plus détaillé, qui s'inspire aussi du quotidien, et donc qui va se détacher des œuvres chinoises, qui elles sont vraiment basées sur les contes et la mythologie. Ce style chinois, on l'appelle lui le Kara-e. Donc le Yamato-e est ce qu'on va connaître aujourd'hui comme un art traditionnel, qui évoluera vers un style plus moderne qu'on appellera lui Ukiyo-e, aux alentours du XVe siècle. Pour en apprendre plus, je ferai sûrement une autre vidéo qui reprendra tous ces points, mais beaucoup plus en profondeur. Et donc, pour revenir à ce qu'on appelle le manga, on va devoir avancer un peu plus dans l'histoire et s'arrêter aux alentours du XVIIIe siècle, avec la publication d'ouvrages tels que Mankaku Zuietsu dès 1771, écrit par Kankei Kuzuki, ou encore Shiji no Yukikai en 1798 de Kyoden Santo, qui sont considérés comme les premières mangas. Et oui, à l'origine c'était un nom féminin, mais qui ne désignait à l'époque que des recueils de dessins. Et enfin, également, en 1814, le célèbre Hokusai donne à ses recueils d'estampes parfois grotesques le titre de Hokusai manga. Mais avant de passer à ce qu'a apporté Hokusai au manga moderne, il est important de faire un point sur la situation du Japon à cette époque, afin de mieux comprendre l'évolution qui a suivi. L'ère d'Edo fait suite à une période de guerre interne très intense, menée entre autres par le célèbre Oda Nobunaga, qui durant toute sa vie passera son temps sur les champs de bataille pour conquérir une grande partie du Japon, son objectif étant de l'unifier avant sa mort en 1582. À la suite de son règne, l'ère d'Edo voit le jour. L'appellation Edo vient tout simplement du nom de sa capitale qui s'appelle aujourd'hui Tokyo. Durant toute la durée de l'ère d'Edo, le Japon va connaître énormément de transformations. Un peu avant les années 1600, le shogunat Tokugawa, qui prend la suite de Nobunaga, décidera la fermeture du pays suite à des frictions commerciales, au développement de certaines maladies, mais aussi pour mettre un frein à l'arrivée du christianisme à travers les voyageurs occidentaux. Cette situation entraînera progressivement la fermeture du pays aux autres nations, ce qui sera l'inspiration de Eiichiro Oda pour créer le pays de Wano dans One Piece. Mais malgré cette fermeture, quelques ports restent encore ouverts, et notamment le port de Nagasaki, qui accepte encore quelques échanges commerciaux. Ce qui a permis un mouvement d'importation des technologies occidentales, comme des livres de physique, de médecine, mais aussi d'art. Ce qui permit à l'ukiyo-e d'intégrer déjà à l'époque la perspective déjà présente dans ses volumes importés. Et c'est donc à cette époque qu'apparaît et se développe vraiment le style de l'ukiyo-e, mais aussi que naît le célèbre Hokusai. Cette période est donc tendue politiquement et gérée par des militaires. L'ukiyo-e est donc un vrai moyen d'expression et de revendication à travers de l'art qui subissait beaucoup de censure à cette époque. Je vous conseille vraiment de regarder le film Hokusai qui retrace vraiment très bien toutes ces thématiques et qui permet de comprendre un peu mieux toute cette époque. Et à cette époque, le mouvement ukiyo-e, littéralement image du monde flottant, connaît un essor très important et quelques grands noms vont tirer leur épingle du jeu en croquant les scènes de vie de tous les jours. Parmi eux, on retrouve Katsushika Hokusai, qui est en réalité un de ses nombreux surnoms, et qui va devenir célèbre en vendant ses estampes et en inspirant énormément de grands peintres occidentaux. Il est principalement connu pour ses estampes, et tout particulièrement de la grande vague de Kanagawa et de sa série des 36 vues du mont Fuji. Il sera très prolifique durant toute sa vie, avec plus de 1700 estampes connues, mais aussi pour ses recueils de dessins nommés Hokusai manga. Il s'agit de recueils qui ne racontent pas spécialement d'histoire, mais qui sont faits pour immortaliser un mouvement ou le décomposer, ou bien encore de dessiner un personnage choisi au hasard dans les rues. Né en 1760, il se choisira tout au long de sa carrière plus de 120 noms différents. Il commencera par du dessin sans vocation narrative, souvent féminin et réalisé dans les quartiers des plaisirs. Bourreau de travail et perfectionniste, il dira de son œuvre qu'il n'aime rien de ce qu'il a produit avant ses 70 ans. Il est mort en 1849 à l'âge de 88 ans et durant toute sa vie, il influencera de grands artistes comme Van Gogh, Degas, Renoir ou encore Monet. Et donc pourquoi Hokusai est considéré comme un précurseur du manga? Eh bien, c'est qu'il faut comprendre que l'ukiyo-e se distingue du mouvement Yamato-e par son côté non académique, qui est plus comme une étude, un peu moins noble, voire commerciale, d'où l'aspect dérisoire du mot manga.
Et ce côté commercial et caricatural ne fera que se développer jusqu'à l'arrivée de la presse satirique anglo-saxonne aux alentours de 1860. Mais tout ça arrivera dans la prochaine partie de cette vidéo où on abordera notamment le destin de Rakuten Kitazawa et de Osamu Tezuka. Et enfin, pour terminer, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à me faire un retour par commentaire, savoir ce que vous en avez pensé et à mettre un petit like, ça me fera toujours plaisir. La partie 2 arrive très rapidement, donc je vous dis à bientôt les fans d'anime et de manga.